Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Mon nom est Jonathan Choquette, je suis le conseiller politique et en communication de la FPC Québec. Alors, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les négociations avec le Conseil du Trésor pour la table PA. Cette rencontre là, se veut un petit peu une mise à jour sur les négociations pour votre groupe. Et en gros, on va parler des enjeux, de l'atmosphère à la table de négo et des prochaines étapes dans ce processus-là. On voulait le faire de cette façon pour que les membres négociateurs de votre groupe puissent vous informer des derniers développements de vive voix. J'aime le spécifier à chaque fois. Si vous souhaitez proposer des nouvelles revendications, la période est maintenant fermée et nous suggérons de rester à l'affût lors de l'ouverture de la période de revendication qui précédera la prochaine ronde de négociation. Donc, laissez-moi débuter en vous présentant mes collègues. Tout d'abord, nous avons Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de la FPC Québec, que vous connaissez probablement déjà. Nul autre que Frédéric Prigaud, représentant de votre table de négociation PA. Et finalement, nos conseillères syndicales à la FPC Québec, Mélanie Desrosiers et Manon Ouellet, ici pour nous épauler durant cette rencontre. Alors, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Je passe donc la parole à ma consoeur Mélanie Desrosiers pour nous parler de mobilisation. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Jonathan. C'est gentil pour la présentation. Donc, bon midi tout le monde. Merci de prendre le temps de votre heure de dîner pour être avec nous. Quand on parle de négociation, mais ça va toujours de pair avec la mobilisation. Donc, c'est sûr que la mobilisation est hyper importante pour supporter votre équipe de négociation. La force du nombre a toujours été la solution pour faire avancer les choses et faire valoir vos revendications. Donc, ensemble, on peut faire vraiment la différence. C'est en faisant des actions concertées, même s'ils sont très petites, ça peut faire vraiment une différence parce que ça met de la pression sur l'employeur afin d'obtenir un contrat de travail qui est équitable et qui est à la hauteur de ce que vous méritez comme salarié. Dans cette optique, la FPC, en collaboration avec les éléments, a organisé une journée nationale d'action qui se tiendra le 14 avril prochain. C'est une date à retenir parce que c'est vraiment une action qui va se faire à travers le Canada avec tous les membres du Conseil du Trésor. Surveillez les activités dans vos régions respectives, soit en contactant votre président de section locale ou votre président de conseil régional. Certaines mobilisations extérieures auront lieu le 14 avril prochain, dont à Montréal, à Drummondville, dans quelques autres régions également. Donc, on souhaite votre participation en grand nombre. De plus, dans la semaine du 11 avril, il va y avoir beaucoup de visites de députés. Donc, tous les députés de la région, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont déjà pris pour des rencontres en personne, des rencontres virtuelles, afin d'aller discuter avec eux et faire valoir les revendications prioritaires des présentes négociations. C'est hyper important de faire du lobbying afin de faire avancer les négociations et arriver avec un contrat de travail qui est juste et équitable. Tout ça va se poursuivre sur un apogée qui est le 14 avril, comme que je mentionnais, la journée d'action nationale. Virtuellement à 19 h, tous les membres partout au Canada vont se connecter en même temps afin de faire une action pan-canadienne, c'est-à-dire l'objectif est d'inonder les boîtes vocales de tous les députés à travers le Canada. Donc, on va laisser des messages dans leur boîte vocale afin de mentionner les revendications prioritaires de la présente négociation. C'est seulement 1 heure de votre temps, donc le 14 avril à 19 h, pour pouvoir montrer votre support et faire une action de solidarité. Lors de cette rencontre, le président national Chris Aylward va être présent, ainsi que la vice-présidente nationale Sharon de Souza. Il y aura une petite mise à jour des négociations parce que vous savez que les pourparlers se poursuivent de semaine en semaine et par la suite, l'action nationale va être déclenchée. C'est une action qui est très simple, rapide et facile, donc vous pouvez le faire dans le confort de votre domicile à tous et chacun. Nous allons donc procéder à notre premier geste de solidarité envers votre équipe de négociation dès maintenant. Donc, dans la boîte de chat que vous voyez à votre droite de votre panneau de contrôle, pardon. Donc, je mets un lien immédiatement pour
que vous ayez vous inscrire à cette Journée nationale pan-canadienne d'action au niveau de la mobilisation. Donc, dans le chat, vous voyez que c'est marqué Action le 14 avril. Je vous invite immédiatement à aller cliquer sur ce lien. Ça prend quelques secondes de s'inscrire, puis afin qu'il y ait le plus de monde possible qui participe et de leur montrer votre support. Lorsque ça sera fait, juste vous pouvez écrire dans le chat comme quoi que c'est votre inscription est complétée. Puis dans 2-3 minutes, je vais pouvoir repasser la parole à Yvon pour la mise à jour des négociations avec Frédéric également, votre membre représentant de la table PA. C'est hyper important parce que sans mobilisation, l'employeur pense qu'il fait un chemin droit et qu'il peut tout faire, mais on sait très bien avec les batailles gagnées dans le passé que la mobilisation fait vraiment un grand changement. Donc, on compte sur vous, on travaille avec vous, on est là pour vous supporter. Donc, le lien est dans le chat, gênez-vous pas. Je vois déjà des réponses là, comme quoi c'est fait. Donc, on va inonder leur boîte vocale et on va s'inscrire. Un grand merci. Je vous laisse la parole à Yvon. Vous voyez, tu vois comment je suis polie avec toi. Vous, Monsieur Barrière, je vous laisse la parole. Donc, à tous et chacun, mais écoutez, n'hésitez pas à me tutoyer, s'il vous plaît. Hey, merci beaucoup, Mélanie, de la présentation. Merci, Jonathan. Et puis, tu as raison, hein, il faut communiquer avec nos présidents de conseils régionaux, nos présidents de section locale, et aussi à nos VPR et VPN, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui vont se préparer la semaine prochaine. J'entends là l'établissement de Drummond qui va avoir une ligne d'information. Il y a possiblement une rue qui va se fermer. Donc, il y a beaucoup d'activités qui vont se faire. Donc, n'hésitez pas à appeler vos VPR et VPN. Bon, mais ceci étant dit, écoutez, donc mon nom est Yvon Barrière. Je suis VPR pour la région du Québec et fier de l'être. J'aimerais tout d'abord le débuter en reconnaissant que je vis et je travaille actuellement depuis un territoire ancestral et non cédé du peuple Abénaki. Et à chaque fois que je prends la parole depuis quelques semaines en lien avec le syndicat, j'ai toujours aussi un petit malaise et surtout une pensée là, pour toutes les familles ukrainiennes de l'Ukraine et du Canada. Vous savez là, qu'on a un peu plus de 1 200 000 Ukrainiens qui vivent au Canada. J'ai le micro. Écoutez, je vais me permettre définitivement de faire une petite mise à jour là, des grands dossiers qu'on vit actuellement et le plus rapidement possible pour laisser toute la place à une discussion que je vais avoir avec Frédéric là, dans quelques minutes. Je ne pensais pas de parler de Phoenix là, encore en 2022. Là. Plusieurs batailles demeurent. La semaine prochaine, j'ai une rencontre avec la ministre là, de l'Agence du revenu, Mme Leboutillier. En tout cas, on espère qu'elle va le maintenir. Mais vous savez là, que je fais un petit résumé. Le Conseil du Trésor a refusé de signer un énoncé de fait qu'on puisse aller plaider notre cause sur l'impôt sur le 2500 au tribunal de l'impôt. C'était aussi simple, là, un énoncé de fait signé par la FPC puis le Conseil du Trésor. Moi, je pense, là, bien candidement, que pourquoi que le Conseil du Trésor refuse de signer, c'est à cause de la fameuse clause remorque que signe avec les autres syndicats et qui donnerait l'obligation de payer l'entièreté du 2500, non pas à 160 000 membres de la FPC, mais à 300 000 fonctionnaires. Je vous parle rapidement de la condition du français dans la fonction publique. Vous le savez que dans la fonction publique, c'est d'abord en anglais et en français ensuite. Donc, c'est une condition tout à fait lamentable. J'ai eu beaucoup de discussions l'année passée avec Mme Mélanie Joly, qui était à ce moment-là titulaire là, du portfolio des langues officielles. J'ai parlé le vendredi 25 mars avec Mme Petitpas-Taylor. Il y a beaucoup trop de zones grises actuellement à ce qui a trait à la fonction publique. Je lui ai fait la remarque, on a pris beaucoup de notes. On doit se revoir très bientôt avec Mme Mona-Fortier pour améliorer un peu l'incidence du projet de loi C13 sur nos fonctionnaires de langue maternelle française. Donc, espérons là, que ça va continuer. J'ai eu encore cette semaine là, des entretiens avec Alexandre Boulris du NPD et Mario Beaulieu du Bloc, là, qui est le porte-parole pour les langues officielles. Grief 699, écoutez, la FPC a crié, et avec raison, victoire. Vous le savez là, que lors le début de
de la pandémie en 2021, en 2020, excusez, ça va vite. Le Conseil du Trésor avait accepté qu'on prenne du 699, mais en cours de route, il avait décidé de changer sa politique et de dire à tout le monde, vous devez prendre vos vacances, vous devez prendre vos congés de maladie, vous devez prendre vos congés familiaux avant de prendre du 699, mais c'est faux. On a gagné cette partie-là. Donc, je vous invite là, à appeler vos agents de relations de travail, vos VPR, VPN. Il y a eu un changement. Il y a déjà des ministères qui ont commencé à rembourser, imaginez-vous donc, les congés annuels, les congés de maladie. Donc, si quelqu'un se retrouvait là en 2020, de devoir garder ses enfants, de ne pas être capable de faire du télétravail, à cause que l'école était fermée, à cause que la garderie était fermée, soit parce qu'il y avait des symptômes de COVID et qu'on a dû prendre des congés autres que le 699, mais cette grief de principe qu'on a gagné vont devoir faire rembourser. Initialement et assurément tous ceux qui ont fait des griefs, mais on tente de l'extensionner à tous et chacun. Il va y avoir bientôt une foire aux questions sur les sites web. Vous le savez, il y a un nouveau grief qui a été déposé sur la politique de la vaccination. La politique de la vaccination est revue aujourd'hui par le gouvernement. On devrait avoir une nouvelle d'ici, d'après moi, d'ici jeudi, à savoir si la politique de la vaccination, elle va être prolongée et si elle va être modifiée ou encore elle va être arrêtée. Il y a des échos qui viennent d'un cercle bien privé qui nous parle de possiblement d'une 3e dose. Écoutez, mais ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle position de la FPC est bien simple. On est toujours en faveur de la vaccination. On est toujours en faveur de la science. Mais maintenant et dorénavant, il n'est plus question que nos membres soient dans l'obligation et qu'il y ait la fameuse possibilité que nos membres soient en congé administratif non payé. Vous savez là, que cette politique de la vaccination, il y avait grosso modo 1340 fonctionnaires sans salaire depuis cette politique-là, ce qui veut dire autour de 700 membres de la FPC, ce qui représente à peu près une centaine dans la région, en fait, entre 80 et 90 dans la région du Québec qui est en congé administratif sans ça. Donc, pour ça, c'est extrêmement là, plus négociable. Définitivement, on va se battre en fonction de ça, mais et puis, on sait que le gouvernement a dit, et c'est Mme Mona Fortier qui a mentionné, que les principaux syndicats, dont la FPC, avaient été consultés, mais c'est faux. On a envoyé un mémoire il y a 2 semaines en disant, pour nous, il faut se fier maintenant aux régions, donc au Québec, sur les règles sanitaires en place. Et en ce qui nous concerne, plus personne ne devait être en congé non payé pour une raison de vaccination. Donc, on n'a eu aucun retour du bureau de Mme Mona Fortier ou du Conseil du Trésor. Donc, c'est un dossier, là, définitivement, qui est à suivre actuellement. On va passer, donc, on disait le vif du sujet. On va maintenant passer avec votre représentant de la table PA et des enjeux communs. Donc, bonjour Frédéric, est-ce que ça va bien? Ça irait mieux pour nous si tu mets le micro à on. Désolé. Donc, je recommence. Bonjour tout le monde. Oui, ben, dire que ça va, ça dépend dans quel sens on le prend, là, parce que si on parle du Conseil du Trésor, c'est quelque chose d'assez spécial. L'attitude est comme vraiment bizarre. On a l'impression de parler avec des robots. Alors, ça a l'air que c'est dans l'air du temps, donc peut-être que le gouvernement se met à jour enfin. Donc, on parle avec des robots, des attitudes qui sont très condescendantes. Pour la table PA, on s'est rencontrés en virtuel toujours. Puis, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a juste 2 ou 3 personnes de la part de l'employeur qui ouvrent leur caméra. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont après bouffer? Est-ce qu'ils sont après jouer à des jeux? Est-ce qu'ils sont après faire autre chose? On ne le sait pas, mais ça donne le message. En tout cas, moi, ça me donne le message qu'ils n'ont pas l'air intéressés à ce qu'on raconte à la table.
On se souvient, lors du premier webinaire, Frédéric, que nous avions parlé, on avait le sentiment que le Conseil du Trésor n'avait pas de mandat. Est-ce que vous avez aperçu dans la dernière ronde de négociation en mars, qui semblait vouloir négocier vraiment, et est-ce qu'il y a eu des avancées sur nos demandes? Parce que les demandes, en passant, on peut les voir là, sur notre site web. Là, on a un cahier sur le site. Mais est-ce qu'il y a eu des avancées un peu concrètes avec le Conseil du Trésor lors de votre dernière ronde de négociation en mars? Je te dirais, c'est ma première fois sur l'étape de négociation. Je vais être bien transparent. C'est un petit peu dur à évaluer de savoir s'ils ont vraiment un mandat ou pas. Là, par contre, ce qu'on a remarqué quand même au niveau des enjeux communs qui étaient la semaine dernière, puis nous, on était en présence, puis le Conseil du Trésor était toujours en webcam. Ça a été mentionné plusieurs fois qu'il y avait de l'ouverture, qu'il y avait un jeu monétaire pour certains groupes, mais ils n'ont pas précisé lesquels, et qu'ils veulent une entente rapidement. Mais de là à dire vraiment qu'ils ont un mandat, je suis pas encore assez expérimenté pour ça. On avait sur la table là, des enjeux extrêmement importants, puis je pense à nos CR et OAS qui ont été là, longtemps oubliés par le Conseil du Trésor. On se souvient que lors de la dernière convention 2018-2021, nous avions demandé d'éliminer les 2 premiers niveaux pour les rajouter ensuite pour faire une augmentation substantielle qui méritait amplement. Et là, notre stratégie a été de les comparer avec un travail similaire avec l'Agence du revenu. Quelle a été la réponse du Conseil du Trésor? Ben, vous n'allez pas être heureux de l'entendre. Le Conseil du Trésor, en fait, nous a clairement dit que l'évaluation des emplois, de nos emplois, n'est pas comparable à celle de l'Agence du revenu du Canada. On est payé en moyenne 15% de moins que les agents de l'Agence du revenu du Canada pour un travail équivalent. Mais par contre, ce qui est totalement contradictoire, c'est que le Conseil du Trésor nous utilise comme point de comparaison avec les employés de l'Agence du revenu du Canada. Donc, c'est complètement ridicule. Là, on dirait qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. On se souvient qu'il y a eu quelques avancées lors de la dernière convention en lien, exemple, avec les WP, agents de libération conditionnelle, le fait qu'ils portent un chapeau d'agent de la paix et qui sont responsables de leurs décisions. Donc, il y avait déjà eu une première avancée avec une forme d'indemnité. Est-ce que d'autres indemnités ont été, je sais qu'il y a des indemnités qui ont été proposées par votre équipe, et ça, comment ça a été reçu aussi par le Conseil du Trésor? Écoute, ça a été proposé, mais la réponse du Conseil du Trésor, ils ont des réponses fétiches, qu'on va dire. C'est on ne voit pas l'intérêt de faire ça. Donc, il y a un manque total de respect, alors que c'est des membres qui font un travail incroyable, qui sont imputables pour leurs décisions. Donc, ce travail-là a une valeur, puis le Conseil du Trésor ne la reconnaît pas, selon moi. Et on sait bien que cette imputabilité-là, ça vaut quand même des sous. Parle-nous maintenant là, de la réaction, parce que souvent, quand vous aviez arrivé avec des propositions tangibles sur certaines avancées pour avoir une convention juste, à chaque fois, le Conseil du Trésor ne vous répond pas et la fois d'après, il vous revient avec des chiffres. Donc, chaque demande, est-ce que je comprends, est-ce que chaque demande sont chiffrées par le Conseil du Trésor? Et Oui, as-tu des exemples? Oui, les demandes sont chiffrées par le Conseil du Trésor. On est juste des pions et puis on coûte de l'argent. C'est tout ce qu'on est a priori à leurs yeux. Exemple, si on prend le 4,5% d'augmentation qu'on a demandé pour le groupe PA, ils nous ont sorti que ça coûterait 1,17 milliard de dollars pour le groupe PA seulement. Et puis, par rapport à toutes les autres revendications qu'on a demandées non salariales, mais qui peuvent quand même avoir un coût, comme les congés, etc., ils nous ont dit que ça serait 2 milliards 475. Je vais prendre un exemple très concret. Les centres d'appel, il y a eu une concertation, une étude qui a été faite entre le Conseil du Trésor puis le syndicat pour voir un petit peu c'était quoi les impacts du travail en centre d'appel, etc. Il y a des recommandations qui ont été formulées, et notamment une recommandation de mettre
plus de temps entre les appels, parce que présentement, il y a juste 10 secondes entre chaque appel. Donc, à peine le temps de finir le dossier, de boire une gorgée d'eau, que l'autre appel rentre. Donc, on a demandé d'avoir en tout 30 secondes entre les appels, et on nous a dit que chaque 10 secondes additionnelles coûtait 3 millions au gouvernement. Mais ça fait aucun sens. Est-ce que la FPC a fait le même calcul? Oui, on a fait le même calcul, puis c'est vraiment bizarre parce que nous, on arrive à peu près à 5 minutes par jour par personne, donc l'équivalent d'un à 2 appels, là, dépendant des appels qui sont reçus. Et en termes de chiffrage, donc on n'arrive pas à des millions, on arrive à quelques mille à ce moment-là. C'est ça. Puis en plus, on a une remarque très, 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 très irrespectueuse qui nous a été formulée avec un grand sourire. Ça, je trouve ça vraiment inacceptable. On nous a dit que les centres d'appel étaient pas si occupés que ça, finalement, que c'était pas toujours si occupé, et puis que de toute façon, les centres d'appel, c'était pas une usine. Et pourtant, toi, tu y travailles, tu as des collègues, et c'est du non-stop du matin au soir, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis là, dès que je finis le webinaire, là, il faut que je me rebranche très, très rapidement, là, si je veux pas avoir de questions de la gestion, là. Et Frédéric, tu as deux chapeaux dans le cadre des négociations. Tu es aussi sur les enjeux communs. Dans le cadre des enjeux communs, on a des dossiers extrêmement importants. Celui du télétravail. Je me souviens d'avoir parlé avec M. Duclos avant les élections. Et M. Duclos m'avait dit, vous savez, M. Barrière, il n'y a pas de souci. Nous allons négocier du télétravail avec la fonction publique. On y croit. Il faut y aller avec du win-win. Et quand vous avez proposé d'ensacher le télétravail dans la convention collective, quelle a été la réponse du Conseil du Trésor? Ben écoute, Yvon, désolé de te le dire, mais c'est de la bullshit ce qu'on t'a dit, puis on t'a passé un beau sapin. Mais c'était avant les élections, ça, tu en passant. Hein? C'est ça. Donc, on s'est fait dire que par rapport à ce point-là, qu'il y avait une directive qui était déjà existante, que l'employeur ne voyait pas la nécessité de le mettre dans la convention collective, encore le même argument que d'habitude, mais on le sait très bien, une directive de l'employeur nous dit qu'il doit consulter le syndicat. En termes de consultation, ce qu'il fait, c'est juste annoncer, dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais il n'y a pas vraiment de véritable consultation. Et puis, si on prend l'exemple justement de la directive sur le congé 699, on l'a vu, ça a changé 36 000 fois. Donc, on n'est pas à l'abri que le Conseil du Trésor nous arrive à un moment disant, non, finalement, on change la directive, puis on fait autre chose. Tandis que de le mettre dans la convention collective, ça va vraiment être balisé, ça va être encadré, et puis ça sera bien clair pour toutes les parties. C'est quoi le télétravail? Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut pas être fait? On demande aussi un droit à déconnexion, etc. Donc, il y a quand même des choses très, très précises qui sont demandées par rapport à ça. Et on ne veut pas laisser ça juste à la gestion. Tu as tout à fait raison. L'importance de pouvoir ensacher en convention collective, c'est le fait que ça peut devenir grièfable à ce moment-là. On veut attirer les jeunes parce qu'on a un problème aussi de rétention de personnel à la fonction publique. Il y en a qui quittent pour les raisons personnelles et professionnelles. Et une d'entre elles qu'on trouve extrêmement importante, c'est aussi les vacances. On veut faire en sorte que les fameuses 3e et 4e semaines arrivent plus vite. Et ça, c'était dans une de nos priorités. Quelle a été la réponse de vos collègues de l'autre côté de la table? Ils ne sont pas intéressés à ça. On a déjà des très bonnes conditions de travail, on a déjà plein de vacances. Ça les intéresse pas. Puis ça va coûter encore. Ben écoute, là, Frédéric, t'es un porteur de mauvaises nouvelles, mais on continue. Ouais, je suis désolé, même pour le congé de santé mentale qu'on a demandé, les 5 jours de santé mentale, là, pareil, comme le centre d'appel, là, ils voient pas la nécessité d'avoir des congés de santé mentale, alors qu'il y a plein d'études là qui montrent le contraire. Donc c'est très très désolant d'être là. Puis je vous dirais, c'est très difficile d'être à la table et puis de garder son calme face aux absurdités qu'on nous sort. Toutes les centrales syndicales et même l'employeur au niveau municipal et provincial s'entendent qu'un des enjeux importants dans les prochaines années, c'est la santé mentale.
et se faire refuser du revers de la main comme ça, c'est épouvantable. On avait parlé aussi d'une formation sur le racisme systémique qu'on croyait que c'était comme gagné, puis j'ai appris que le Conseil du Trésor n'était pas tellement ouvert à cette possibilité-là. Non, bah en fait, on a déjà plein d'outils par rapport à ça. Il y a déjà des choses qui existent, des formations qui existent, des belles petites formations sur Saba avec la voix fatigante en normande. Et puis ça, selon le Conseil du Trésor, c'est suffisant. Alors que nous, on demande quand même des choses un petit peu plus concrètes. On demande que l'intersectionnalité aussi soit abordée dans ça. Donc, mais non, ça semble pas les intéresser. Puis il semble pas qu'il y ait du racisme systémique au niveau du gouvernement. Un autre élément qu'on veut sortir du Conseil national mixte et mettre dans la convention collective, c'est la fameuse prime de bilinguisme qu'on va pouvoir, après ça, pouvoir l'améliorer et aussi la bonifier. Donc, on l'a passé de 800 $ avec le Conseil national mixte et les autres syndicats et on veut que les membres de la FPC reçoivent dès la signature 1500 $ pour la prime de bilinguisme. On trouvait que la fenêtre était ouverte avec la réforme de la loi sur les langues officielles, donc la C13. Donc, j'ose espérer qu'il y avait une bonne écoute du Conseil du Trésor pour la C13. En fait, pour la prime de bilinguisme à 1500. Bah, écoute, il y a une écoute du Conseil du Trésor, mais ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Pareil, ça coûte cher, ils sont pas intéressés. Ils ont vraiment une attitude très fermée, je trouve. On dirait que normalement une négociation, là, c'est des dialogues entre les parties et tout ça, puis on s'échange nos points de vue, puis bah, là, on a beau échanger nos points de vue, là, le Conseil du Trésor reste campé sur ses positions. Bon, mais écoute, je te fais une intro. Je pense que tu vas savoir ça va être quoi la question. Statistique Canada a officiellement dit que 2021, il y avait un taux d'inflation de 3,3. J'ai fait, moi, une recherche pour l'année 2022 en partant de certaines institutions financières et de 2 bureaux d'économistes, ce qui m'amène à un taux d'inflation projeté pour 2022 entre 4,5 et 5,2 environ. Est-ce que tu peux nous parler de l'offre salariale qui a été proposée la semaine passée aux enjeux communs du Conseil du Trésor? Et tente de garder un sourire. C'est beaucoup demandé, là, je trouve. Avant d'arriver au point le plus attendu du sujet, là, je veux quand même mentionner quelque chose. L'employeur nous est arrivé la semaine dernière aux enjeux communs avec une offre globale. Par contre, l'offre, elle n'est pas complète parce que ils nous ont mentionné qu'ils auraient quelque chose à nous proposer sur le congé pour les pratiques traditionnelles autochtones, mais que pour l'instant, c'était pas encore fait. Et aussi, ce qu'on a été extrêmement déçus, puis extrêmement en colère, puis toutes les équipes là l'ont manifesté également, c'est que dans l'offre de l'employeur, il y avait absolument aucune réponse aux propositions qui étaient faites par le syndicat. Ils nous ont donné aucune réponse par rapport à ça. Et ils nous ont annoncé les fameuses augmentations économiques. On t'écoute. En plus, on nous demande une convention collective de 4 ans, alors que d'habitude, elles sont de 3 ans. Donc là, je sais pas trop c'est quoi leur stratégie par rapport à ça. Est-ce qu'ils veulent que la FPC soit derrière les autres syndicats alors que d'habitude on est le moteur? Peut-être que c'est ça. Donc la première année, puis restez bien assis, accrochez-vous, on nous a dit que c'était pas négociable. On nous l'a mentionné extrêmement clairement, ce n'est pas négociable. On nous propose 1,5% pour la première année. La deuxième année, 2%. La troisième, 1,75. La quatrième, 1,5. Petite moyenne, à peu près 1,8% par année. 1,68. 1,68. C'est épouvantable. C'est quelle était la réaction n'importe quoi. Quelle était la réaction de votre équipe? L'équipe était absolument en colère.
Vraiment, là, il y avait beaucoup de tension dans l'équipe. Là, on en a parlé après, puis c'était extrêmement tendu comme. Unanime. C'est ça, c'est totalement unanime et puis on va se battre pour ça. On a travaillé comme des malades pendant la pandémie. On s'est fait refuser des congés 699 alors que normalement ils n'auraient pas dû être refusés. Il y a plein de choses qui ont été refusées. On nous a demandé une flexibilité maximum. L'employeur ne nous donne aucun retour. Notre travail a une valeur parce que c'est quand même nous qui avons maintenu le Canada à flot économiquement parce que c'est nous qui avons versé quand même les prestations de chômage, de PCU, etc. Et puis, ils ont zéro reconnaissance envers ça. Je trouve ça absolument lamentable. C'est insultant. C'est vraiment n'importe quoi. Et par contre, pour les augmentations, ils nous ont juste dit que c'était des points de départ. Mais on le sait, le Conseil du Trésor, on l'a vu dans les précédentes rondes, ils n'ont pas une grosse marge de manœuvre par rapport à ça habituellement. Eh bien, donc, un résumé un peu décourageant. Ça m'amène à dire à tous et chacun, écoutez, il va falloir être mobilisé. On se souvient, lorsqu'on a eu gain de cause là, en début 2020, je vous le dis, on était à ça d'une grève au niveau de l'Agence du revenu. On s'apprêtait à faire une tournée pour la FPC, pour les membres. Et cette tournée-là, je pense que le gouvernement en a eu peur. Je pense aussi que le Conseil du Trésor sous-estime la solidarité qu'on peut avoir avec nos membres. Donc, il va falloir aller de l'avant. Donc, avant de terminer, peut-être un dernier mot de la fin de la part de nos intervenants. Donc, Frédéric? Ben, écoutez, je remercie vraiment tout le monde d'avoir participé. Mais faut pas lâcher, faut continuer à participer. Très souvent il y a des réunions qui sont organisées, des séances d'information par aux sections locales. Malheureusement, on voit pas toujours beaucoup de personnes. Puis souvent après les négos, on a des reproches, pourquoi on n'a pas eu ci, pourquoi on n'a pas eu ça, mais le fait de participer à ces réunions, tout comme les sondages qui sont envoyés, c'est hyper important parce que c'est des choses qui vont remonter au national, qui vont remonter aux négociations, puis qui nous donnent des arguments valables à donner à l'employeur. Regarde, il y a tel pourcentage d'employés qui veulent ça, il y a tel pourcentage d'employés qui a un problème de santé mentale. Donc, nous, ça nous donne vraiment de l'argumentaire face à l'employeur. Donc, continuez à nous supporter. Faut vraiment nous supporter là parce que c'est lamentable ce qu'on nous propose. Merci beaucoup, Frédéric. Puis on le sait que, dans un premier temps, mais merci beaucoup, Frédéric, pour le travail que tu fais acharné. Je le comprends très bien. Puis la mobilisation donne du gaz dans notre équipe de négociation. Donc, n'hésitez pas. On va y aller de façon graduelle. On commence dès la semaine prochaine avec des rencontres des députés, des lignes d'information. Il va se passer quelque chose au complexe Guy Favreau le 14. Il y a beaucoup d'activités qui se passent actuellement à gauche et à droite. Inscrivez-vous, préparez-vous. On va vous demander d'autres actions au mois de mai et les graduelles. Et je pense que ce qu'on devait faire, puis les fois qu'on a obtenu des votes de grève, c'est les fois qu'on a obtenu raison et qu'on a obtenu ce qu'on voulait absolument. Est-ce qu'on va aller en grève? Pas nécessairement, mais mieux qu'on est préparé, mieux qu'on va obtenir définitivement une convention juste et équitable. Les vacances, les problèmes de santé mentale, et bien entendu, des augmentations salariales au-delà des taux d'inflation, parce qu'il n'est pas question qu'on se vote ensemble une diminution de salaire. C'est impossible. Hier, vous étiez 160 de la table PA. Aujourd'hui, tout près de 90. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bons webinaires. On va préparer un autre webinaire là, aussitôt qu'on va avoir un avancé et ou un statu quo. Et on va vous expliquer que va-t-il se passer lorsqu'on va déclarer l'impasse, s'il y a lieu. Soyez pas inquiets, on va vous tenir au maximum, le mieux informé, dans un maximum de transparence. Donc, pour la fin, donc merci beaucoup Manon, merci beaucoup Mélanie, Jonathan, et à tout le monde, merci de votre branché ce midi. Et s'il vous plaît, partagez la mauvaise nouvelle à vos collègues et on va être là avec vous et pour vous. Merci tout le monde.